D'abord, je voudrais évoquer quelques difficultés de la collaboration parents-école, qui est une collaboration complexe dans un contexte difficile. Et je vois 4 difficultés que je peux noter, qui peuvent se combiner et interagir de multiples façons. Première difficulté, il existe un climat de suspicion des parents vis-à-vis de l'institution scolaire. Ça a été dit sous divers biais et à plusieurs reprises ce matin et cet après-midi. Donc, je ne développe pas, mais je voulais simplement noter à cette occasion que la suspicion s'oppose à la confiance, Pascal Morinière l'a évoqué, alors même que la confiance est nécessaire au dialogue et évidemment donc à la collaboration. C'est une réalité qui est connue, je ne développe pas, mais il convenait de l'évoquer. Deuxième difficulté, l'élève est la chair de ses parents. Et nos réactions parentales, bien sûr, sont souvent et légitimement marquées d'affectivité, de sensibilité, parfois même de traumatismes familiaux. Tout directeur a connu, tout éducateur a connu ces rencontres parfois difficiles avec des parents, que ces traumatismes soient exprimés ou non. Et donc la différence de point de vue peut rendre le dialogue parent-professeur ou parent-éducateur difficile, chacun se sentant un peu jugé dans ses choix pédagogiques ou éducatifs, et parfois le sentiment du jugement n'est jamais très éloigné de part et d'autre du simple exposé des faits ou d'une seule question sur la pédagogie. Un professeur questionné sur sa pédagogie peut assez rapidement se sentir jugé sur sa pédagogie. Est-ce que ça fait écho à vos expériences? Oui, je pense. Troisième difficulté, il faut souvent le rappeler, il n'existe pas d'école idéale susceptible de répondre parfaitement à une demande et notamment à une demande exigeante. Je le rappelle souvent aux parents, le choix d'un établissement scolaire ne se fait jamais en valeur absolue, mais en valeur relative. Je ne choisis pas la meilleure école de Paris, laquelle n'existe pas, encore que j'ai une petite idée, mais je choisis l'école que j'estime la meilleure pour mon enfant, au sens de l'école la plus ajustée, et d'une certaine manière peut-être la plus juste aussi. Mais dans une école, il y a toujours quelque chose qui ne conviendra pas. Il n'existe pas d'école chimiquement pure, si je puis dire, même lorsque, me semble-t-il, l'école est faite en famille ou à la maison. Il peut y avoir aussi des difficultés. Il y aura donc toujours des reproches ou des critiques à formuler au cœur même de la collaboration, comme évidemment dans toute relation humaine. Et c'est une difficulté qu'il faut pointer, qui ne doit pas nous effrayer, mais c'est une difficulté. Et enfin, quatrième difficulté assez générale, la relation, qui est l'âme de l'éducation, selon un beau titre de Martin Buber, un excellent livre. Cette relation et cette collaboration passent par le dialogue, et vous le savez, le dialogue est toujours difficile et emporte avec elle toutes les difficultés de la relation entre l'émetteur et le récepteur. Nous avons appris avec Aristote, qui a été beaucoup cité ce matin, que, dans le livre des physiques, dit-il, ce qui est reçu est toujours reçu selon le mode de celui qui reçoit. Et donc, il est parfois difficile pour l'émetteur de se mettre à la place du récepteur. Et j'ai l'expérience que dans de nombreux dialogues parents-éducateurs, parents-directeurs ou parents-professeurs, eh bien, ces difficultés de dialogue ont parfois tendu un peu les relations dans la compréhension mutuelle. L'exemple, parfois, vient d'en haut. Quand Madame Borne dit qu'il faut préparer l'orientation des élèves dès la maternelle, il y a soit un problème du côté de l'émetteur, soit un problème du côté du récepteur, soit les deux, mais enfin, ça a fait réagir quand même. Bien. Elle a été obligée de revenir pour dire « j'ai pas voulu dire ce qui a été entendu ». Voilà, difficulté du dialogue, donc dans la collaboration. Deuxième partie. Malgré ces difficultés, que je viens d'évoquer trop rapidement, il convient d'instaurer un dialogue fructueux, puisque c'est le titre qui a été donné à mon intervention, entre les parents et l'école. J'ai retenu 2 raisons principales, 2 raisons faute de temps pour les évoquer toutes, mais 2 raisons principales. Première raison, les parents délèguent à l'école l'éducation de leur enfant sans renoncer à leurs responsabilités premières et principales. Pascal Morinière l'a très bien dit, je ne vais pas trop développer, mais quand même un point. En dehors de l'école à la maison, où la délégation se fait justement ad intra, si je puis dire, les parents sont dans l'obligation donc de confier, de déléguer l'éducation et l'instruction de leur enfant à un tiers, sans pour autant renoncer à leurs responsabilités que nous qualifions de première et de principale. Et donc c'est cette double réalité qui est une difficulté, double réalité à la fois d'un mandat, je crois que le mot mandat est dans le texte de Gravissimum Educationis, belle encyclique, qui est donc donné à un tiers, à l'école, sans renoncement à la responsabilité parentale. C'est cette double réalité qui fonde la nécessité d'un dialogue entre les parents et l'institution scolaire à qui ils confient leur enfant. Donc il convient que ces 2 instances, famille et école, dialoguent. Ensuite, et ça a aussi été évoqué, école et famille sont 2 lieux complémentaires
au sens où ça a été précisé tout à l'heure d'ailleurs, avec une primauté familiale évidemment, parentale en tout cas, nécessaire l'un à l'autre pour la croissance de l'enfant. L'école est un lieu tiers qui n'est plus la famille, mais qui n'est pas encore la société. C'est l'un des lieux tiers, il y en a d'autres, hein, le scoutisme, on l'a évoqué aussi, entre la famille et la société. Et donc c'est une communauté qui représente pour l'enfant un large contexte d'altérité. Un lieu différent de la famille, où il peut engager sa liberté autrement qu'en famille. Il y a des lieux où l'enfant accepte les règles, des lieux où il teste les règles et des lieux où il conteste les règles. Et combien de fois ai-je fait l'expérience, à la fois comme directeur et comme père de famille, d'entendre des amis me dire « Ah, ton fils, vraiment, qu'est-ce qu'il est sympa, qu'est-ce qu'il est adorable, qu'est-ce qu'il est bien élevé ». Et donc, il était un ange ad extra et il était plutôt en pleine crise ou diablotin à la maison. Vous voyez, et c'est normal, ils sont à la fois anges et démons, et nous découvrons, d'ailleurs par ces lieux tiers, que souvent nos enfants sont meilleurs à l'export, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc il est nécessaire que l'enfant se développe sans être constamment sous le regard des parents dans des lieux tiers, qui peut être le conservatoire, le scoutisme et autres. Troisième partie, quelques conditions pour une collaboration fructueuse. Alors j'ai choisi pour vous présenter ces conditions de mêler quelques réflexions générales qui peuvent susciter de bonnes attitudes dans la manière d'aborder la collaboration, et puis quelques exemples concrets qui peuvent susciter de bonnes habitudes dans la manière de faire. Pourquoi ce passage du général au particulier? Parce que il me semble que la collaboration fructueuse, en tout cas si nous voulons qu'elle soit fructueuse, ne relève pas simplement de procédures ou de manière de faire, mais plus fondamentalement, ça a été dit à plus d'un titre ce matin, d'une conception ou d'une vision, laquelle est plus ou moins partagée d'ailleurs, de cette relation particulière qu'est la relation école-parent. Et cette conception que l'on a, ou cette vision que l'on a, du côté de la famille ou du côté de l'école, vont évidemment conditionner nos manières d'être ou nos manières de vivre la relation. Alors dans les quelques réflexions générales, une première conviction. L'enfant devenu élève est un bien commun. Voilà, j'aime bien cette expression, l'enfant devenu élève est ipso facto le bien commun des parents et de l'école. Un bien pour les parents, évidemment, comme enfant, un bien pour l'école comme élève. Mais l'enfant ou l'élève est d'abord un bien, avant éventuellement de devenir un problème ou un sujet de préoccupation. Je lisais quelques articles sur la vague No Kids, c'est bien ça, ça existe en ce moment, là, voilà, qui semble se développer. Et donc je trouvais intéressant de rappeler quand même que l'enfant est d'abord un bien avant d'être un problème pour les voisins ou pour qui sais-je. Voilà. Alors pour qu'il reste un bien, il convient évidemment de l'éduquer. Voilà. Bon, mais ça c'est un autre sujet. Du côté des parents, alors une petite anecdote. Je présentais un jour l'établissement que je dirigeais, je ne sais plus lequel c'était, à des écoles primaires, à des parents d'écoles primaires qui n'avaient pas de collège, pour une entrée en collège. Et une mère d'élève s'adresse à moi avec un air un petit peu que j'ai pas bien senti, pour être tout à fait honnête, et en disant « Et alors, cher monsieur, dans votre établissement, quelle est la place des parents ?» Et comme je sentais le côté provocateur dans la question, ma réponse a été un peu provocatrice, et j'ai dit « À la maison ». Alors évidemment, ça fait fi de toute la collaboration parents-école et de tout ce que les parents peuvent apporter à l'école sur les questions d'orientation professionnelle, de témoignage. Enfin, il y a de multiples lieux où les parents, évidemment, collaborent avec l'école et apportent une valeur ajoutée tout à fait. Mais j'ai voulu rappeler, peut-être à cause de mon passé de scout, le devoir du scout commence. Voilà, je vois qu'il y a des scouts dans la salle. Que, de fait, le devoir des parents commence à la maison. Et donc, il m'a semblé qu'il était utile de le rappeler. Je le crois comme directeur, mais je le crois aussi comme père d'élèves. D'ailleurs, il a été cité un extrait de Gravissimum Educationis. Les parents premiers et principaux éducateurs, donc qui reprend une formule qui figure dans plusieurs encycliques et même dans d'autres textes législatifs laïques, n'a de sens que si cette primauté et cette responsabilité sont effectivement assurées par les parents et donc d'abord en famille. Et d'ailleurs, j'ai repris la phrase complète, que je n'avais plus tout à fait en mémoire dans sa totalité. La phrase complète de l'encyclique Gravissimum Educationis est la suivante. Les parents, virgule, parce qu'ils ont donné la vie à leur enfant, ça a été évoqué ce matin, le fait de donner la vie, ou éventuellement parce qu'ils l'ont accueilli dans le cadre d'une adoption, parce qu'ils ont donné la vie à leur enfant, ont la très grave obligation de les élever, et à ce titre, donc au titre de l'élévation, c'est-à-dire de l'éducation. Et à ce titre, ils doivent être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs.
Voilà. Donc cette reconnaissance d'une forme de primat, de principauté et de primat, vient du fait qu'ils ont l'obligation de les élever et pas simplement d'être des géniteurs, mais d'être aussi des éducateurs. Et donc, lorsque je dis le devoir des parents commence à la maison, je veux souligner qu'il ne peut y avoir de collaboration, justement, parents-école, dans ce dialogue, si chacun ne travaille pas dans la responsabilité qui lui est propre. Ensuite, l'école et les parents, pour que ce dialogue soit fructueux, doivent pouvoir faire un choix mutuel, libre et éclairé. Il me semble, et là je parle comme chef d'établissement d'un établissement privé, non pas sous contrat, qui est un terme que je bannis de mon vocabulaire, mais parce qu'il donne le sentiment que l'école est sous le joug d'eux. Mais je dis plutôt une école associée à l'État par contrat. Voilà. Ce qui signifie beaucoup, c'est pas juste parce que j'ai été jésuite, enfin j'ai été directeur d'un établissement jésuite, mais parce que je trouve que cette formule, dans son ensemble, une école associée à l'État par contrat, dit mieux la nature du partenariat entre l'État et l'école, alors que la dimension de l'expression sous contrat donne le sentiment d'être sous le joug étatique, et psychologiquement, ça me gêne un peu. Enfin voilà, c'est un choix personnel, peut-être une coquetterie personnelle d'ailleurs. Pourquoi pas? Et donc, il convient donc d'exercer sa liberté dans le choix réciproque, dans ce choix mutuel et libre, même si, puisqu'il n'y a pas d'école parfaite, ce choix est en partie contraint, incomplet, relatif ou parfois mal assuré. En tout cas, se choisir l'un l'autre librement en connaissance de cause, c'est le principe même de la liberté d'enseignement. Et il convient donc de faire le meilleur choix ou le moins mauvais en fonction des circonstances et des lieux. Mais pour que le choix mutuel soit éclairé et libre, il faut de bonnes informations du côté de chacun des partenaires, et c'est sur le partage de ces informations que, de mon point de vue, commence le dialogue et la collaboration parents-école. Pour l'école, il convient qu'existent des textes clairs qui expriment le caractère propre de l'école. Ça a été évoqué tout à l'heure très bien. Le caractère propre, ce n'est pas juste la dimension de la catholicité pour l'enseignement catholique, ça si j'ose dire, c'est le commun du propre. Le caractère propre, c'est bien le caractère propre de l'établissement dans ses spécificités pédagogiques, éducatives et pas simplement dans sa dimension catholique. Et donc des documents qui expliquent le caractère propre, le projet et un peu ce qu'on pourrait appeler le style éducatif de l'établissement. Alors le texte du projet éducatif, du projet pédagogique, du projet pastoral ou religieux, s'il y en a, le cas échéant, des exigences de méthode de travail, etc., le règlement intérieur, le site internet, voilà, autant de lieux qui permettent de dire à l'école qui elle est, en espérant qu'il n'y a pas trop de distance entre ce qu'elle dit d'elle-même et ce qui est vécu dans la réalité, car s'il y a trop de distance, évidemment, je trompe les familles et je biaise le dialogue. Et puis pour les parents, il convient bien sûr, préalable, de remplir un dossier d'inscription pour éclairer l'établissement, la direction ou les responsables qui recrutent sur l'élève, sur la famille et sur ses attentes. Et après quelques dizaines d'années d'expérience, je peux quand même vous dire que la seule bonne stratégie pour remplir un dossier, même dans un établissement pour lequel on a le sentiment qu'il y a 4 demandes pour une place ou 10 demandes pour une place, c'est d'être vrai. Voilà, c'est d'être vrai dans la réalité de l'enfant. D'ailleurs, un chef d'établissement un peu aguerri voit assez vite quand ça sonne un peu faux. C'est d'être vrai, vrai sur qui l'on est et l'assumer pleinement. Sinon, à nouveau, on biaise la relation et donc le dialogue dès le début. J'aime bien la formule de Paul Valéry qui dit que tout se joue dans les commencements. Vraiment, la rencontre entre la famille, l'élève et le directeur ou le responsable, c'est vraiment le commencement important. C'est le départ à la fois symbolique et réel de la collaboration à démarrer et donc, nous l'évoquions, de la confiance à créer. Et au-delà de l'étude du dossier, ce rendez-vous d'inscription, c'est le plus souvent ce rendez-vous d'inscription qui scelle le choix réciproque, autant du côté des familles qui ont le choix de renoncer après le rendez-vous ou du côté du directeur. Et donc ce qui caractérise l'inscription dans un établissement privé, c'est justement cette occasion qui nous est donnée de, entre guillemets, nous connaître pour nous choisir. Et je crois que c'est un fondement indispensable à la possibilité du dialogue, encore une fois, même si le choix est contraint ou relatif, et d'ailleurs peut l'être des deux côtés. Au passage, je le dis parce que je le pense, il convient de noter, me semble-t-il, l'incongruité éducative des affectations scolaires via Affelnet, complétée par des logiciels censés compenser les inégalités sociales par la répartition géographique contrainte des élèves.
Ce qui est d'ailleurs à craindre de mon point de vue, je trouve que ce serait intéressant, je n'ai pas eu le temps d'approfondir cette question-là, mais je m'élève assez souvent quand cette formule de la mixité sociale. Mixité sociale, moi, me fait penser à une mixité où il y a une disparité de revenus financiers. Le fameux indice IPS. Moi, la différence financière, la mixité sociale, ne m'a jamais effrayé. C'est la mixité éducative qui peut être problématique, pas la mixité sociale. On peut être pauvre et élever dignement et bien ses enfants. On peut être riche, j'ai dirigé des établissements où l'IPS était plutôt élevé, on peut être riche et mal élever ses enfants. Ce n'est pas la ressource financière. Et si quelqu'un créait une corrélation entre la pauvreté et la mauvaise éducation, ce serait terrible. Voyez, donc ce qui est à craindre, ce n'est pas la mixité sociale au sens des revenus, c'est plutôt la mixité éducative. Enfin, diapo suivante, le choix d'une école suppose un minimum de commun pour trouver sa place dans une communauté et pour collaborer de façon fructueuse. Pour collaborer, il faut dialoguer, et pour dialoguer, il faut se comprendre et avoir un minimum de points communs avec l'institution scolaire à qui l'on confie son enfant. Alors j'ose dire, quitte à bousculer peut-être quelques certitudes, j'ose dire qu'il faut qu'il y ait un minimum d'entre-soi éducatif, notamment dans les petites classes, et je crois au moins jusqu'au lycée. L'accusation, une accusation que je supporte de moins en moins, l'accusation de l'entre-soi, bourgeois, frileux, identitaire ou que sais-je, accolée aux écoles privées associées à l'État ou aux écoles libres ou aux écoles hors contrat, me paraît mais totalement injustifiée. Elle n'est pas forcément injustifiée dans les faits, car il y a un entre-soi, mais je la trouve injustifiée comme procès. Voilà. Car enfin, l'entre-soi me paraît être une situation normale qui ne devrait pas entraîner une accusation morale. Bien sûr qu'il faut de l'entre-soi. Bien sûr qu'il faut de l'entre-soi. Le premier entre-soi, d'ailleurs, est familial. Et au sein même de la fratrie, il y a aussi une expérience d'altérité. Moi, je le vois avec mes 7 enfants et mes bientôt 24 ou 25 petits-enfants. Dans des familles qui sont très homogènes d'une certaine manière, il y a quand même une sacrée altérité. Et c'est dans la famille que vous faites l'apprentissage de la première gestion des frustrations, quand votre grand frère vous pique votre vélo, votre jouet, etc., et que vous apprenez à gérer ces frustrations. Et donc même au sein même de ce sanctuaire qu'est la famille, il y a à la fois du même et du différent et de l'altérité. Et donc j'ose ajouter que la première condition du vivre ensemble, comme on dit aujourd'hui, c'est un minimum d'entre-soi et de partage des références communes. De toute façon, même dans l'entre-soi, il y a de l'altérité, avec ses bons et ses mauvais côtés. Mais il doit exister un socle commun de valeurs, pour parler comme le ministère de l'Éducation nationale, entre la famille et l'école. Et si j'ose dire, c'est parce qu'il y a une homogénéité aimable qu'il peut y avoir une hétérogénéité supportable. Ou, comme dirait peut-être plus directement que moi Gérard Collomb, si on ne peut plus être côte à côte, on finira face à face. Je vois que vous avez entendu la même chose. D'ailleurs, je trouvais ça curieux. J'ai vu tout à fait par hasard une phrase de Bruno Retailleau qui m'a étonné sur un bandeau de télévision, là, et du coup je l'ai prise en photo pour être sûr de ne pas me tromper. Il dit ceci: la République, il parlait de l'immigration, hein, pour donner le contexte, la République, c'est le droit à la ressemblance. Très étonnant comme formule. La République, c'est le droit à la ressemblance. Curieuse formule, mais assez percutante. Et que veut-elle dire? Elle veut dire que pour faire nation, toujours comme on dit aujourd'hui, il faut du même et pas simplement du différent. Il faut donc de l'entre-soi qui est précisément caractérisé par la ressemblance, par l'adhésion à ce qui unit et à ce qui est un signe de reconnaissance mutuelle. Pareil pour une communauté éducative. L'entre-soi n'est pas un péché et l'école privée, qu'elle soit associée à l'État ou hors contrat, n'est pas une structure de péché. Je pense qu'il convient de se libérer de cette culpabilité si on ressent quelque culpabilité à ce sujet, mais c'est un autre sujet. Enfin, et je vais aller plus vite que prévu, j'ai marqué sur ma diapositive, on est de son établissement. Et ça me paraît important. Une fois l'inscription faite, voilà, une fois l'inscription faite, on est de Saint-Martin, on est de Stan, on est de tel établissement, un peu comme on est de sa famille, de son club, de sa patrouille, de sa meute, que sais-je, de son village ou de son pays. Avec ce deux qui suppose un sentiment d'appartenance et de fierté, mais aussi de capacité à assumer cette appartenance et à s'en considérer responsable. Et c'est cette appartenance qui va d'ailleurs être une condition importante de la collaboration et du dialogue entre les parents et l'école. Et si des tensions surgissent, et elles sont souvent inévitables, eh bien elles vont apparaître dans ce cadre commun de référence que l'on a choisi librement et en connaissance de cause, un peu comme le cadre familial. Enfin,
plutôt pour la suite, les lieux et les temps de relation et de dialogue qu'il convient de faire vivre. Je rentre là, et rapidement, ça a été aussi évoqué, dans une considération plus pratique. Ces temps et ces lieux de dialogue sont les temps et les lieux qui vont nourrir la relation, et donc nourrir la collaboration fructueuse école-parent. Alors quels sont ces lieux? Évidemment, la réunion de rentrée au cours de laquelle s'expriment le directeur, les responsables de niveau, l'aumônier, les professeurs, vous connaissez ça. Cette réunion de rentrée donne souvent le ton, conforte le sentiment d'appartenance communautaire. Et je m'étais permis un petit message, messieurs les papas d'élèves, ne laissez pas seulement les mamans aller aux réunions de rentrée, c'est bien que vous y soyez aussi. Voilà, je ferme ma parenthèse. Les réunions de parents, évidemment, par niveau, les réunions parents-professeurs, les remontées d'informations par les familles, les comptes rendus de conseil de classe faits par les délégués des parents, autant d'occasions de clarifier des méthodes, de connaître les personnes, de connaître le programme ou de porter une situation à la connaissance des professeurs ou des éducateurs, bref, de se faire connaître, justement, pour que les conditions du dialogue se créent. Évidemment, le dialogue avec les délégués des parents, que ce soit les délégués de classe ou les délégués de promotion ou les délégués de cycle, les responsables de niveau, évidemment, le directeur d'établissement, les aumôniers, s'il y en a, le psychologue, s'il y en a, etc. Autant de personnes avec lesquelles les parents peuvent dialoguer. Évidemment, le dialogue entre le chef d'établissement et le président ou la présidente des représentants des parents d'élèves, mon expérience a fait que j'ai eu dans tous les établissements que j'ai dirigés, d'excellents présidents ou présidentes d'appel, et j'ai expérimenté combien la confiance réciproque à travers un dialogue régulier permettait d'anticiper des conflits qu'on sentait venir parce qu'ils étaient un petit peu traités avant. Évidemment, dans ce dialogue, parce que c'est un des outils du dialogue, il y a la lecture des bulletins scolaires, qu'il ne faut pas oublier. J'ai eu un jour une anecdote croustillante, je reçois des parents dans mon bureau. Bonjour madame, bonjour monsieur, asseyez-vous, très bien, donc appelons-le Henri. Donc, je suppose que vous venez me parler de la scolarité d'Henri. Vous venez de recevoir son bulletin. Je l'ai sous les yeux. Si vous voulez, nous pouvons en faire une petite lecture linéaire pour analyser ce que disent les professeurs. Et là, je sens un grand blanc. Et donc, je dis aux parents, vous n'avez pas reçu le bulletin. Monsieur baisse un peu la tête. Madame dit, si, nous l'avons reçu. Bon, bah, donc, vous en avez pris connaissance. En fait, on était tellement paniqués devant le fait d'avoir à lire le bulletin qu'on l'a laissé dans l'enveloppe, on l'a mis dans un tiroir et on ne l'a pas regardé. Donc, occasion de dialogue pas très fructueux. Voilà, bon, ça s'est bien passé quand même. Le rendez-vous s'est bien passé. D'ailleurs, l'élève a bien progressé. Et donc, il faut veiller à toutes ces occasions de dialogue pour les faire fonctionner correctement. Et parfois, il convient de les formaliser un peu. Et puis, petit aparté, il convient aussi d'anticiper les problèmes. La formule « trop tard en éducation » est toujours douloureuse pour tout le monde. Enfin, il faut accepter d'être sur un temps long qui permet le cheminement. Je crois qu'en éducation, peut-être comme en politique, le temps ne respecte pas ce que l'on fait sans lui. Citation de Paul Morand, je crois, dans L'Homme pressé. Il convient donc d'accepter le temps long du cheminement, celui de l'élève et celui aussi peut-être du directeur et celui des parents. Voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais petit détour évangélique, puisque je parle aussi comme catholique. J'aime bien cette parabole des pèlerins d'Emmaüs, enfin ce récit des pèlerins d'Emmaüs, et cette formule quand Jésus dit « je suis le chemin ». Quand on s'y arrête, c'est assez intéressant. Entendre Jésus dire « je suis la vie, je suis la vérité », ça nous paraît assez évident. Mais le chemin, il y a quelque chose de beaucoup plus humble, de beaucoup plus incarné. Et pour moi, « je suis le chemin » n'indique pas simplement la direction, mais indique le cheminement, c'est-à-dire le temps passé avec les pèlerins pour expliquer les Écritures. Et ce n'est qu'à la fin du cheminement que les pèlerins se disent « mais notre cœur n'était-il pas brûlant alors que nous l'écoutions nous expliquer les Écritures ?» Bref, il ne faut pas hésiter à persévérer dans le dialogue et dans le cheminement avec l'institution scolaire pour en attendre des fruits. Il me semble d'ailleurs que c'est là le sens du qualificatif fructueux du titre qui m'a été proposé. Porter du fruit suppose le temps des semailles, le temps de la croissance avant le temps de la récolte. La collaboration éducative, et j'en termine, je crois, est un compagnonnage. C'est un mot que j'aime bien car il a deux dimensions que je crois on peut développer. Compagnon, ça veut dire au sens étymologique cum panis, avec le pain, partager le pain. Voilà, familièrement, ça a donné le copain. Et je trouve que c'est un beau symbole de collaboration. Compagnon, être compagnon éducatif, c'est partager ce qui se passe de bien. Et il ne faut pas réserver, me semble-t-il, les occasions de dialogue que sur ce qui va mal. Et donc ne pas hésiter à partager les progrès, les bons résultats, les meilleures attitudes, etc. Mais compagnon, ça n'est pas que cum panis, c'est aussi cum pugnare, combattre avec. Et combattre
avec aux côtés et parfois contre, un peu comme le combat de Jacob avec l'ange. Je disais souvent à mes élèves, voyez, on ne s'appuie bien que sur ce qui résiste. Et parfois, nous vous résistons dans vos tentations de paresse, de laisser aller, etc. Nous vous résistons. On ne s'appuie bien que sur ce qui résiste. Et si vous ne pouviez pas vous appuyer sur nous, alors nous ne serions pas à la hauteur de notre mission éducative. Donc, accompagner, le compagnonnage que représente la collaboration parents-école comporte ces deux éléments, le partage de ce qui va bien et parfois la lutte un petit peu sévère pour rechercher le meilleur bien de l'enfant, quitte d'ailleurs à ce que chacune des parties puisse faire un petit bout de chemin. Conclusion. Le dialogue est une réalité, le dialogue et la collaboration est une réalité difficile qu'il convient, je crois en tout cas nous en avions ressenti le besoin dans le dernier établissement que j'ai dirigé, donc à Stan, de la confier au Seigneur. Voilà, comme établissement catholique, ça ne vous étonnera pas. Et nous avons rédigé ensemble, conseil d'administration de l'appel et équipe de direction, une prière qui sera ma conclusion. Seigneur, et donc nous invitions les familles et les parents à la dire en famille, et parfois nous la disions ensemble. Seigneur, tu nous as confié la vie de nos enfants, béni sois-tu. L'enfant est d'abord un bien. Notre responsabilité de parents fait notre bonheur, mais elle peut aussi parfois être lourde et difficile. Aide-nous à être fidèles à nos engagements, à nous appuyer l'un sur l'autre, dans le couple notamment, ou l'école et les parents, dans un dialogue confiant et à savoir nous pardonner. Fais que notre témoignage puisse inspirer nos enfants, les rassurer dans leurs doutes, les fortifier dans leurs convictions. Apprends-nous à discerner les bonnes décisions à prendre et donne-nous la force de les tenir. Aide-nous à être pour nos enfants la figure rassurante du don qui les ouvre à la vie et la figure structurante du non qui les préserve du mal. Nous avons fait le choix, alors c'était Stan, donc, mais ça peut être n'importe quelle école, nous avons fait le choix de Stan ou de Stanislas pour que nos enfants soient élevés dans toutes les dimensions de leur personne grâce à l'engagement des équipes éducatives et pédagogiques. Fais-nous vivre ce compagnonnage éducatif dans la confiance mutuelle, dans la vérité des relations, dans la recherche partagée du meilleur bien. Seigneur, tu nous as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Soutiens notre vie de prière et notre vie sacramentelle, pour que par elle, ta grâce nous donne de pouvoir conduire nos enfants jusqu'à toi, qu'ils discernent et vivent leur vocation dans la fidélité à l'élan créateur que tu as mis en eux. Seigneur, par l'intercession de la Sainte Famille, au sein de laquelle tu as souhaité naître et grandir, nous te prions pour notre famille. Dans la diversité de toutes les situations que nous connaissons, heureuses ou difficiles, nous te confions son unité, sa paix, sa joie. Amen.